Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tours fait un grand pas vers le statut de métropole. Ce matin, les députés ont adopté l'article 41, celui qui autorise cette transformation. Un projet soutenu par une majorité d'élus de gauche comme de droite. Leur réaction dans ce journal. Imaginez un maraîcher et son exploitation au-dessus de votre tête. C'est l'idée qu'a eue Tours Habitat pour des logements sociaux qui seront construits à Tours en 2019. Fruits et légumes seront cultivés sur le toit. Et puis Chambord s'apprête à retrouver sa noblesse d'époque grâce à un riche donateur américain. 3,5 millions d'euros pour reconstituer son monumental jardin à la française. Je vous le disais, les députés ont donc dit oui ce matin au projet Tours Métropole. L'article 41 permettant à Tours et son agglomération d'obtenir ce statut a été adopté en première lecture. Il est un peu moins de 11 heures quand Jean-Patrick Gille, député PS d'Indre-et-Loire, et Philippe Briand pour les Républicains se succèdent à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre cette candidature. Le texte est adopté dans la foulée. Écoutez leurs réactions recueillies tout à l'heure au micro d'Amanda Breuer-Rivera et Romain Delville. Notre destin, c'était de ressembler soit à des capitales qui sont dans le cœur de la France et qui petit à petit s'étiolent, ou de ressembler à des métropoles comme Nantes, comme Rennes, comme Bordeaux, comme Montpellier, qui sont en train aujourd'hui vraiment d'avoir un sursaut de vie. Et pour ça, on a réussi à se fédérer. Et c'est un moment formidable pour la Touraine, parce que je crois que c'est la première fois. Ça va donner une meilleure lisibilité à l'axe ligérien, qui quand même structure notre région. Et puis, disons-le en des mots simples, ça veut dire qu'on est en Ligue 1, quoi. Ça veut dire que l'agglomération de Tours va être dans les 20 agglomérations qui comptent en France. Autre réaction plutôt enthousiaste également, celle de François Bonneau, le président de région, et Serge Babary, le maire de Tours. On les écoute. Ça engage véritablement une fédération de nos agglomérations, nos 6 capitales départementales, autour d'un projet régional pour le développement économique. C'est ensemble que ces collectivités ont de la puissance. En étant métropole, on a une reconnaissance nationale et internationale, donc c'était un passage nécessaire. Ça nous oblige dans les prochaines années à voir plus grand, d'avoir plus d'ambition sans doute dans nos démarches, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan évidemment qu'on développe beaucoup de touristique, appuyé sur la gastronomie, l'œnologie, tous les éléments qui font la qualité de vie en Touraine. Et puis cet avis à contre-courant de ceux que l'on vient d'entendre, la sénatrice Marie-France Beaufils s'inquiète de la disparition des collectivités locales. La structuration des métropoles telle qu'elle a été prévue dans la loi a véritablement pour objectif la suppression des conseils départementaux et la suppression des communes. C'est l'objectif de fond. Ça n'a jamais été caché dans l'ensemble des argumentaires des constitutions des métropoles, et c'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas voté, en tout cas pour le groupe communiste républicain et citoyen, le texte de loi. Marie-France Beaufils qui votera contre au Sénat. Voilà pour les réactions. Ce matin n'était qu'une première étape. Un vote solennel aura lieu mardi prochain à l'Assemblée nationale, puis un aller-retour avec le Sénat. Enfin, une commission mixte paritaire et un éventuel passage devant le Conseil constitutionnel. Résultat, le 1er janvier, les 22 communes de l'agglomération passeront d'abord sous statut de communauté urbaine avant celui de métropole, si tout va bien. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier. On reste dans la ville, mais on parle urbanisme à présent avec ce projet unique en France. D'ici 2019, Tours Habitat va construire 75 nouveaux logements sociaux au nord de la ville, dans le quartier de la Miltière précisément. Mais ce n'est pas tout. Le projet prévoit l'installation d'un maraîcher sur le toit de l'immeuble de 3 étages. Les détails avec Audrey Champigny. D'ici 2 ans, émergeront sur ce terrain vague de Tours Nord les premiers jardins perchés de France. Le concept ? Utiliser et rentabiliser les 1000 mètres carrés de toiture de cette future résidence de logements sociaux pour y cultiver fruits et légumes. L'idée est née de vouloir rapprocher l'agriculture de la ville. Et on s'est dit, pour rapprocher, c'est difficile de mettre à disposition des espaces pour cultiver de la terre, en pleine terre. Et on s'est dit, mais c'est vrai qu'il existe nos toitures qui ne sont pas utilisées. Est-ce qu'on ne peut pas mettre à disposition d'un maraîcher nos toitures? Alors effectivement, les locataires ne vont pas pouvoir bénéficier de ces jardins-là. Ils en bénéficieront en termes de vue,
C'est-à-dire qu'on aura un jardin entretenu, exploité, puisque le maraîcher aura à la fois les terrasses, mais aussi les espaces au sol. L'idée, c'était effectivement de pouvoir combiner une habitation avec une exploitation maraîchère complètement autonome, qui va permettre aux maraîchers de vivre de son exploitation et éventuellement d'y faire participer les habitants. Pourquoi pas ? 800 mètres carrés de serre, un local technique ou encore une potence de levage, le maraîcher disposera de tout le nécessaire. Mais tout de même, la question qui nous brûle les lèvres, des jardins sur des toits, côté technique, ça se passe comment ? Les deux questions principales qui se sont posées, c'est d'une part le poids, puisque 40 cm de substrat en toiture, ça pèse très lourd, surtout quand c'est mouillé. Donc on a dû renforcer toutes les structures béton du bâtiment pour pouvoir porter 3 fois plus que le poids habituel sur des opérations classiques de logement. Et la deuxième question, c'est l'étanchéité. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas de fuite d'eau dans les logements qui sont en dessous, puisque notre métier, c'est avant tout le confort de nos habitants. Donc nous avons dû mettre en place une étanchéité renforcée. En fait, nous avons un complexe d'étanchéité classique que nous venons coiffer d'une dalle béton supplémentaire. Tour Habitat l'assure, il n'y aura pas de surcoût sur le loyer. Les premiers locataires pourront emménager dès septembre 2019. Première récolte espérée en 2020. Reste encore à trouver le maraîcher. Les candidatures sont à déposer sur le site internet jusqu'au 28 février prochain. Justice en bref, 3 ans et demi de prison, c'est la peine infligée par le tribunal correctionnel de Tours aux cambrioleurs en série dont nous vous parlions hier. En novembre 2015, les 3 malfaiteurs de nationalité albanaise avaient écumé les maisons de la région dans 3 départements, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Au total, pas moins de 54 cambriolages et 29 tentatives de vol. Les auteurs écopent également de 5 ans d'interdiction de séjour, avec l'obligation d'indemniser les victimes à hauteur de 32 000 €. Des victimes qui ont récupéré les bijoux volés quand cela était possible. Et puis, cette autre condamnation qui concerne cette fois des chasseurs, condamnation à des peines de prison avec sursis. Le premier chasseur, donc, pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité, il avait tué le chien d'un ami sur la commune de Mosnes. 2 autres, un père et son fils, pour des faits de braconnage à Bousset. Enfin, à Monnet, ce chasseur-là avait mis ses voisins en danger en tirant à la carabine au cours de plusieurs parties de chasse. Le Conseil régional Centre-Val de Loire votait son budget 2017 aujourd'hui. Particularité, depuis la réforme territoriale, l'Assemblée dispose d'une compétence exclusive en matière économique. Résultat, un budget de plus d'1 milliard d'euros en hausse. De son côté, l'opposition dénonce le budget de fonctionnement de la région. Romain Delville. Premier vrai budget de la mandature, 1 an après les élections régionales, le budget 2017 change de périmètre avec l'avènement de la loi NOTRe. La région devient le seul moteur de la compétence économique. Engagement de campagne qui entre par exemple en œuvre la gratuité des transports scolaires. Ce sera pour de très nombreuses familles, dans la plupart des départements, un gain de pouvoir d'achat important, pouvant aller à plus de 100 € par an par enfant, et donc par foyer. Donc c'est véritablement là aussi non seulement une mesure d'égalité de tous nos jeunes pour l'accès à l'école sur le territoire à travers les transports, et puis une mesure qui bénéficie aux familles. Donc c'est une aide au pouvoir d'achat clairement. Dans l'opposition, on regrette tout d'abord la baisse des dotations de l'État. Aussi, l'opposition conteste les dépenses de fonctionnement du Conseil régional. Elle a voté contre le budget présenté. On voit bien qu'il y a une vraie attente de la part de nos concitoyens pour développer l'emploi, pour aider les entreprises, donner plus de liberté aux entreprises, associer l'accompagnement de la région sur des fonds financiers plutôt que sur des subventions auprès des entreprises. Bref, une fois de plus, je pense que la région n'est pas au rendez-vous. En 2017, le budget de la région Centre-Val de Loire s'élève à 1 219 000 €. 854 millions de fonctionnement et 365 millions d'investissement régional. Et puis autre vote de budget aujourd'hui, celui du Conseil départemental du Loir-et-Cher. Plus de 52 millions d'euros seront consacrés aux investissements. Fait rare, ce budget a été adopté à l'unanimité. C'est un chantier à 3,5 millions d'euros. Le château de Chambord s'apprête à retrouver ses parterres à la française du XVIIe siècle. Progressivement, les 6 hectares de gazon laissent place à des arbres, arbustes et rosiers. Le tout rendu possible grâce aux dons d'un riche Américain. Regardez le reportage d'Amanda Bruy-Rivera dans les coulisses de cette renaissance. Harmonie, régularité et ligne épurée. Voici un parfait exemple de jardin à la française dans un pur classicisme.
Plus de 600 arbres, 800 arbustes et 200 rosiers composent cette géométrie parfaite. Actuellement, le chantier de 6,5 hectares touche à sa fin. Les derniers sions, spécialement conçus pour Chambord, doivent être plantés. Ici, on a la greffe. Donc on est venu glisser la variété fruitière dans le porte-greffe, qui a donc un bon système racinaire qui est adapté au sol de Chambord. Et ensuite, en haut, on a mis la variété. Ici, c'est Belle Fleur Jaune, qui est une ancienne variété de pommes, il me semble du XVIe siècle. D'ici 5 ans, il devrait mesurer plus de 2 mètres et produire ses premières pommes. Ce projet de reconstitution du jardin de Chambord a été rendu possible grâce aux 3,5 millions d'euros donnés par Stephen Schwartzman, un riche homme d'affaires américain. Le premier jardin créé à Chambord date de la fin du XVIIe siècle. Au fil des décennies et faute d'argent, il a périclité jusqu'à se réduire à un vaste gazon dans les années 60. Pour le reconstituer fidèlement du temps de sa grandeur, les chercheurs ont dû se pencher sur des tableaux et gravures, ainsi qu'un ancien contrat d'entretien datant du milieu du XVIIe siècle. Toutes ces études ont permis de conclure qu'en fait, quand on superposait tous ces documents, eh bien, on avait la preuve que le jardin a existé et on avait la chance d'avoir toutes les dimensions, toutes les variétés des arbres et des arbustes qui étaient décrites. Et le travail des archéologues qui a été mené au préalable de la restauration de ce jardin a permis de vérifier sous la couche de gazon que le jardin a bien existé. Au fil des saisons, le jardin va osciller du bleu au jaune orangé pour mourir sur une pointe de cuivre. L'ouverture au public est prévue au 1er avril 2017. Et puis regardez cette image étonnante, la foule présente dès 7h30 ce matin, place Jean Jaurès à Tours, pour l'ouverture du premier Starbucks de la région. Les 150 premiers clients se voyaient offrir un mug de la célèbre chaîne de café américaine. Il s'agit du 14e Starbucks franchisé sur les 120 que compte la France. Coût de l'investissement pour son propriétaire, 800 000 €. 21 personnes y travailleront, dont 15 à temps plein. En football, le TFC ira au Havre demain soir pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux, 20e et relégables, tenteront de sortir de la zone rouge face à un adversaire coriace. Le Havre, actuellement 8e du classement, vise la montée. Une victoire serait donc idéale pour permettre aux Tourangeaux de passer l'hiver au chaud ou d'avoir un peu moins froid. Écoutez l'entraîneur adjoint Sébastien Gondouin au micro de Clémence Drouet. Si on veut espérer quitter cette dernière place, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des points au Havre, ce qui n'est pas facile. Donc voilà, on ne s'enflamme pas, on ne prétend pas demain qu'on sera plus dernier ou peut-être plus relégable. Cette dernière place, ça ne nous plaît pas, ça c'est une certitude, mais ça se mérite. Ce soir, la rédaction vous donne rendez-vous pour le Grand Talk, le magazine de l'actualité dans le département. Notre dossier cette semaine est consacré à la voiture électrique. Les ventes ont bondi en Indre-et-Loire. Quels avantages? Nous avons posé la question aux professionnels du secteur, un concessionnaire auto et un spécialiste des bornes de recharge. Extrait. Je vous propose un petit ping-pong entre vous et moi. J'ai pas de raquette, mais juste au niveau questions et réponses. Combien coûte un plein? Une charge accélérée, dite accélérée, en moyenne, entre 1 et 2 €. C'est une demi-heure, c'est ça? C'est entre 1h30 et 2 heures. Et quand je charge à la maison? On est à peu près sur le même prix. En revanche, la durée, là, il faut combien de temps pour charger à la maison? Il faut 8 heures. On est en charge, ce qu'on appelle la charge lente, sur une prise qui est une prise relativement classique. Alors attention, prise classique, non. Non, il faut acheter un équipement spécifique, sinon on fait brûler la maison. Oui, parce que la prise, elle chauffe pendant 8 heures. Ça coûte cher la prise? En général, le concessionnaire, il offre dans le c'est dans les package, petits bonus. Il donne un porte-clés et puis un truc pour ne pas faire cramer la maison. Voilà, donc les confirmations, au moins chez Renault. Il est une des voix discordantes dans une classe politique majoritairement acquise au projet Tours Métropole. Dans quelques instants, je recevrai Claude Bourdin, membre fondateur de l'association C'est au tour du peuple et soutien de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. A tout de suite.